si je reprends le titre, donc voilà, une formation via trajectoire module sanitaire prescripteur, donc avec l'ensemble des bonnes pratiques que je vous ai rappelées. Je vais vous dire un petit peu qui on est. Pour certains, peut-être vous ne nous connaissez pas. Voilà, on se nomme Ingrad, en fait. On est un groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. On est l'opérateur préférentiel de l'ARS, ce qui favorise la coopération entre le privé et le public et entre la ville et l'hôpital. On est au service de nos membres, donc des professionnels spécialisés dans le numérique en santé. On est là pour aider à mettre en œuvre votre projet. On vous équipe en outils numériques, on vous forme et on vous accompagne dans les usages. On a un ancrage territorial fort avec 5 sites départementaux pour être au plus proche de vous, avec des contacts de proximité, une disponibilité, une réactivité. Notre mission, c'est de soutenir le déploiement du numérique en santé au bénéfice des professionnels de santé et du médico-social pour apporter une meilleure coordination dans la prise en charge et le suivi des patients et usagers. Donc voilà, et nous, en fait, on fait partie de l'équipe Via Trajectoire. Notre chef de projet est Lucie Louette. Je suis accompagnée sur cette formation par Fiona D'Angelo. Nous avons une autre collègue qui s'appelle Eva Discepoli et donc je suis Stéphanie Monet. Donc nous sommes chargés de mission Via Trajectoire et là vous avez notre mail juste à côté de nos magnifiques photos. Donc le programme de la formation. Donc à qui est destiné ce webinaire? À tous les professionnels et établissements sanitaires prescripteurs qui utilisent ou souhaitent utiliser Via Trajectoire sanitaire. Donc, vous faites des demandes d'admission sanitaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de maîtriser toutes les fonctionnalités de Via Trajectoire sanitaire, de connaître le fonctionnement de Via Trajectoire sanitaire, de savoir créer une demande Via Trajectoire sanitaire et d'assurer le suivi d'une demande Via Trajectoire sanitaire. Donc, si je note un petit peu le déroulé de notre formation, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement l'outil Via Trajectoire, les fonctionnalités générales. On va parler de l'interopérabilité entre le dossier patient informatisé et Via Trajectoire. Et puis, du coup, je ferai un focus surtout sur le module sanitaire côté prescripteur. On abordera les bonnes pratiques. Et à la fin, vous trouverez les liens et coordonnées utiles. Donc, je vous répète, de toute façon, l'ensemble de ce support vous sera transmis par mail. Donc, présentation de l'outil Via Trajectoire. Donc, voilà, une présentation générale. C'est un outil national d'aide à l'orientation. Ce site web est sécurisé et unique pour toute la France et vous avez des annuaires accessibles au grand public. On a 4 modules d'orientation. Donc, le module sanitaire, que vous connaissez bien, qui permet d'initier et de suivre les demandes d'admission en soins de suite et réadaptation. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça, mais bientôt SMR. Hospitalisation à domicile, HAD, unité de soins palliatifs et solutions du domicile. Donc, l'idée est de recevoir et de répondre à des demandes en SSR, HAD, USP et plus voilà, Prado, notamment pour ceux qui ont été déployés Prado. Donc ça, c'est un module déployé. Donc il y a aussi un module TND, donc je ne vais pas vous en parler parce qu'il n'est pas encore déployé au niveau des Pays de la Loire. Un module grand âge qui permet d'initier et suivre les demandes d'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou non. Et également en unité de soins de longue durée. Donc recevoir et répondre à des demandes d'EHPAD et de résidence autonomie et du SLD. Et un module handicap qui permet de gérer et suivre des demandes vers les établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Donc, ça permet de recevoir et répondre à des demandes d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, ces 2 derniers modules sont déployés sur notre région. Les fonctionnalités générales. Donc, on va parler de la connexion à l'espace professionnel en établissement. Donc, vous avez, quand vous vous connectez à Via Trajectoire, cette première page d'accueil. Et en termes de modalité de connexion, vous avez pu voir en fait depuis la dernière version une nouveauté au niveau du panneau professionnels libéraux en établissement. En fait, on a regroupé les médecins de ville sur ce même pavé avec
les utilisateurs de Via Trajectoire en établissement. Pour l'instant, je dirais que ça ne change pas trop, c'est-à-dire que vous avez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Voilà, mais dites-vous bien que voilà, petit à petit, la connexion va changer et on arrivera sur une double authentification. L'idée, en fait, c'est que voilà, le nom d'utilisateur et mot de passe, c'est pas suffisamment sécurisé. Et en fait, on essaye au maximum de sécuriser les données de santé. Aussi, on passera très prochainement à une connexion soit par carte CPS ou par code OTP. Donc, on reverra ensemble de toute façon au moment. On est déjà en contact avec vos établissements et certains prennent déjà des dispositions. Je sais que pour ceux qui ont notamment des nouveaux dossiers patients informatisés, les connexions se font déjà par CPS, hein, par la carte professionnelle. Donc, du coup, voilà, il n'y aura pas beaucoup de changements en fait pour ces établissements-là. Et Est-ce si je qu'il y a peux des du coup questions? compléter, Steph, Bien sûr, au contraire. effectivement, c'est la connexion par CPS, elle est déjà disponible hein, depuis septembre. Mmh. C'est pas que si vous passez par votre DPI que vous pouvez vous connecter avec une Non, CPS, non, mais là bien c'est bien sûr. actif dès C'est aujourd'hui en fait, hein, se connecter par CPX. tout à fait. Mais bon, pour l'instant, je pense que les établissements n'ont pas encore eu forcément, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je ne sais pas sur vos établissements là, comme vous étiez, pas trop nombreux, si déjà vous utilisez cette connexion CPS pour Via Trajectoire? Non, pas encore. Non, je pense que pour Non. l'instant, c'est encore un peu frais, mais bon, l'idée en fait, vraiment, c'est, de passer par cette connexion, voilà, très prochainement. En fait, dès que Le vous serez problème, je me équipés, hein. permets, le Oui, problème bien qui va sûr. se poser, c'est qu'en fait, nous, on a des boîtes mail génériques sur Jules Verne et qu'on a plusieurs infirmières qui se connectent sur une boîte mail et qu'elles n'ont pas forcément accès à cette boîte mail. Donc, je pense que ça va être très compliqué parce que je suppose que la double authentification, il y a un code qui va être envoyé ou par SMS ou par mail pour C'est revalider ça. derrière. C'est ça, Je en sais pas fait, de comment ça toute va s'organiser, mais je pense que ça va être très, très complexe sur certains établissements. donc en effet, hein, c'est un des points, abordés, si vous voulez, de toute façon. Maintenant, dites-vous bien qu'à partir du moment où, en fait, on crée un compte Via Trajectoire, on ne peut plus, dis-moi Fiona si c'est fait ou pas, mais on ne peut plus, en fait, créer, un Alors compte avec ça c'est prochainement, hein, c'est ça? c'est prochainement, ça va Voilà, vous mettre un message d'alerte. Attention, il existe d'alerte. déjà un compte avec cette même adresse. Il faudrait ne pas créer avec la même adresse, mais pour l'instant, ça bloque pas. Et dans un futur proche, ça bloquera effectivement. On ne pourra plus créer un compte avec une adresse qui est déjà existante dans la trajectoire. Ouais. L'autre problème qu'on a, c'est qu'en fait, pour conserver nos codes via trajectoire, eh ben, on utilise des vieilles adresses mail de personnes qui ne sont plus dans l'établissement, juste Ah pour oui, bah maintenir oui. les codes, en fait. Donc, ça devient un sac de nœuds. Mais du coup, je crois bien que j'ai été en relation avec comment dire, le directeur de Du système euh, d'information, monsieur Hugo? exactement. Et Ouais. voilà. Et du coup, en fait, je lui ai expliqué un petit peu en fait hein, cette démarche. Donc, il est en effet pour la sécurisation des données, mais bon, je Mm. lui ai dit que à partir du moment où on donnait à ses employés finalement une adresse mail collective, il n'y a plus de sécurisation de données. Donc, en Ouais. fait, il a bien conscience, voilà, mais bon, je pense que c'était pas du tout prévu dans le budget Non, je pense pas. imparti. Voilà, donc du coup, forcément, ça fait grincer des dents, mais c'est pourtant, c'est-à-dire que via trajectoire, c'est juste un maillon de cette chaîne-là. Dites-vous bien que pour tout ce qui est numérique en santé, en fait, on va vers plus de sécurisation. Donc, tous vos documents hein, sont, tous vos dossiers patients informatisés. Voilà, vous voyez même cette double authentification, elle est vraie aussi côté de mon espace santé. Enfin, vous voyez, il y a énormément d'éléments finalement qu'on sécurise. Donc, on ne peut pas en fait aujourd'hui aller vers autre chose que un mail unique pour chaque professionnel
Donc ça sera la double authentification. Après, ce qui est mieux, ce qui est plus facile, clairement, c'est la carte CPS. C'est-à-dire que cette connexion, vraiment, et d'ailleurs, je l'ai conseillé aussi sur votre établissement. Et voilà, c'est l'idée d'avoir en fait un accès par CPS. C'est beaucoup plus simple et pratique. Ça vous évite, parce que dites-vous bien qu'à code OTP, c'est valable 7 jours. Donc, ça veut dire que tous les 7 jours, il va falloir aller dans votre boîte mail, chercher votre code. Donc, c'est vrai que bon, ça peut être très, très complexe. Ce qui n'empêche qu'il faut quand même avoir une adresse mail reliée à votre carte. Donc, voilà. Merci pour voilà, mais on reviendra, bien sûr, mais on reviendra vers vous, parce qu'on a bien conscience que vous, en tant que professionnel, vous n'y pouvez pas grand-chose, hein. Vous êtes tributaire des décisions en fait de vos directions, et notamment direction de services numériques. Donc, on vous écoute, hein, c'est-à-dire on ne va pas aller d'emblée vers quelque chose qui vous poserait un souci en termes de gestion, hein. D'accord, mais on force un peu justement les DSN à aller vers ça. Parce que c'est logique. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc voilà, pour ça, l'accès et la modification de mon compte. Alors, vous avez, à partir du moment où vous avez un compte via Trajectoire et que vous vous connectez, vous avez tous la possibilité d'aller dans votre au niveau de votre onglet administration, et vous avez un mon compte comme ça. Et si vous cliquez sur votre compte, vous avez accès à l'ensemble de vos données sur via Trajectoire. Alors, hop, je vous montre. Voilà. C'est-à-dire, quand vous cliquez sur mon compte, vous avez l'ensemble de vos données, vos informations personnelles. Vous voyez, là, vous avez vos informations personnelles. Je ne sais pas si vous voyez mon... Voilà. Vous avez vos informations personnelles. Donc là, tout est modifiable, sauf votre nom d'utilisateur. Donc, si vraiment, évidemment, voilà, il y avait besoin d'un changement au niveau du nom d'utilisateur, il ne faudra pas hésiter voilà, à demander. C'est-à-dire, s'il y a, par exemple, il y a eu quelqu'un qui a eu une création, mais avec une faute dans son nom d'utilisateur. Donc, c'était gênant. Bah, évidemment, c'est des choses qu'on peut modifier. Mais l'idée, c'est qu'en fait, votre compte vous suive toute votre vie, enfin, tout votre parcours professionnel. Donc, pendant tout votre parcours professionnel, tant que vous aurez besoin de via Trajectoire, vous aurez le même compte. C'est-à-dire, c'est seulement vos habilitations qui vont changer. Les habilitations, c'est vos droits qu'on vous met en fonction en fait, de l'établissement dans lequel vous travaillez. D'accord? Donc, votre compte peut voilà, vous suivre. Évidemment, en termes de profession, voilà, vous pouvez évoluer aussi en termes de profession. Par exemple, j'étais infirmière, je suis cadre. Ou alors, j'étais interne et je suis médecin, voilà, en fonction de ce qu'on peut voilà, avoir. Donc, sur la double authentification, il y a même la possibilité de remplir son téléphone portable maintenant, évidemment, si vous avez un téléphone portable professionnel. Donc, voilà. Vous avez aussi l'historique des modifications. Par exemple, quand quelqu'un vous a débloqué un compte, eh bien, on voit qui a débloqué le compte. Voilà, et on peut voir les différentes modifications, les différents moments de modification d'un mot de passe, par exemple. Donc, au niveau de l'historique. Au niveau de vos habilitations, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'enlever la réception des mails ou de la mettre. Des fois, on peut ne pas vous l'avoir mis, et puis c'est gênant. Là, c'est pareil. Du coup, si vous avez des mails génériques, bah, c'est bien de le cocher qu'une seule fois. Si tout le monde le coche, bah, vous aurez autant de mails que vous êtes de personnes sur cette même adresse mail. Donc, voilà. Donc, vous avez la main sur cette possibilité. Donc, voilà pour mon compte. Donc, au sein de vos établissements, vous avez tous des référents via Trajectoire sans lesquels on ne pourrait pas fonctionner. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour la gestion de vos profils, mais également, donc en fait, là, la mise à jour des données de la fiche établissement, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque établissement, il y a une fiche via Trajectoire qui reprend en fait l'ensemble des données,
de l'établissement avec notamment l'ensemble des unités et vous avez également toutes les habilitations qui sont sur toutes les personnes qui sont habilitées sur cet établissement. Donc voilà. Il y a donc la possibilité de créer, de gérer les comptes utilisateurs et les habilitations pour les professionnels de sa structure. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous avez besoin, quand vous arrivez sur un établissement d'habilitation pour pouvoir utiliser Via Trajectoire, eh bien, il faut aller vers un référent. Et il pourra vous donner, voilà. Si vous recevez un mail comme quoi votre habilitation arrive à échéance, eh bien, il faut aller vers ce référent Via Trajectoire. Je vais vous montrer après comment on peut accéder. Il permet également de résoudre en fait les problèmes liés à l'utilisation de Via Trajectoire par les utilisateurs de sa structure, par exemple le compte bloqué, ou alors il y a des difficultés d'utilisation parce qu'il y a des méconnaissances. Et il peut transmettre également les difficultés non résolues à l'assistance régionale. L'assistance régionale, c'est nous. Donc, si par exemple, lors d'une nouvelle version, il y a un souci, vous avez tous le même problème, eh bien, en fait, il faut aller vers le référent Via Trajectoire pour lui dire, voilà, on a ce problème-là, et c'est lui qui nous fera remonter les difficultés. Donc, voilà, si vous avez des soucis, par exemple, justement, si vous voyez un collègue en difficulté sur l'utilisation de Via Trajectoire, vous pouvez lui dire, écoute, il y a des formations Via Trajectoire, va vers le référent Via Trajectoire, il pourra te donner l'ensemble des formations Via Trajectoire. Donc voilà. Et donc, ce que je disais, il est là aussi pour diffuser auprès des utilisateurs de sa structure les informations Via Trajectoire sanitaire données au niveau national et régional. Il faut savoir qu'il y a 3 versions majeures de Via Trajectoire par an, donc avec des modifications. Alors, ça dépend, hein, des fois, ce n'est pas forcément sur le module sanitaire, mais bon, en général, il y en a au moins 1 ou 2. Et en fait, l'idée, c'est que l'ensemble de vos remontées de terrain, c'est-à-dire que régulièrement, en fait, voilà, quand, par exemple, là, on travaille beaucoup avec l'HAD et en fait, ils ont des choses, voilà, sur lesquelles ils sont pas, ils ne trouvent pas ça très facile en termes d'utilisation pour certains éléments. Donc, du coup, voilà, on travaille avec eux justement à des nouvelles évolutions. Donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça permet le référent, voilà, il y a des choses, par exemple, dans Via Trajectoire, vous ne trouvez pas pratique ou voilà, vous n'hésitez pas à en parler à votre référent qui pourra nous en faire part. Voilà, donc ça, c'est un petit message d'attention. Donc, la gestion des comptes utilisateurs, donc ouverture, fermeture et des habilitations, adéquation des droits octroyés aux missions confiées et de la responsabilité du référent Via Trajectoire. Ça veut dire qu'un infirmier qui a une habilitation médecin, quelque part, c'est de la responsabilité du référent Via Trajectoire de l'établissement. Donc, le nombre de référents par établissement n'est pas limité, mais il faut en avoir au moins 2 parce qu'un utilisateur ne peut pas s'auto-habiliter et c'est utile en cas d'absence, évidemment, de l'un ou de l'autre. Donc, comment j'accède à cette liste de mes référents? En fait, à partir du moment où j'ai une habilitation sur l'établissement, parce qu'évidemment, quand j'arrive, je n'ai aucune habilitation, donc je ne sais pas. Donc, je me renseigne auprès de mon cadre, par exemple, ou de mes confrères ou consoeurs pour savoir qui est le référent Via Trajectoire de l'établissement. Mais autrement, une fois que vous avez une habilitation qui est mise, vous allez dans le menu Administration et au lieu de cliquer sur Mon compte, vous cliquez sur Mes référents. Et du coup, en cliquant sur vos référents, vous avez différentes habilitations qui peuvent, voilà. Alors, vous voyez là, par exemple, je suis localisée sur deux établissements. Je veux savoir, par exemple, sur le CHD site de La Roche-sur-Yon, quel est mon référent. Je vais aller cliquer sur Voir en face de référent. Et du coup, voilà, je vais avoir les noms et prénoms des référents avec leur adresse mail. Bon, là, c'est fictif, hein, bien sûr. Et je vais cliquer sur Fermer quand j'aurai fini. Est-ce que ça va pour cette partie? Pas de questions? Donc, l'interopérabilité des pays via Trajectoire.
Donc, qu'est-ce que l'interopérabilité? L'objectif de l'interopérabilité est d'échanger de l'information d'un logiciel à un autre sans adapter le logiciel grâce à des standards informatiques et lexicaux. Donc, lors de la réception d'un document, cela permet d'automatiser l'intégration de ces documents dans les logiciels métiers sans faire de récit d'informations. Ça, c'est plutôt ce qu'on attend tous en termes d'outils numériques, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de recopier sans arrêt, c'est qu'il y a un transfert un peu d'un ensemble de données. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a au niveau de certains DPI et via trajectoire la possibilité d'interopérabilité. Donc, en tant que professionnel, voilà, hein, quel est l'intérêt de la mise en place de l'interopérabilité? Ça me permet de transférer les données du patient du dossier patient informatisé vers via trajectoire automatiquement, de pré-remplir les nouveaux dossiers de demande d'admission dans via trajectoire sanitaire et grand âge, et passer de façon fluide d'un outil à l'autre. Donc, c'est très positif. Donc, l'interopérabilité DPI-VT permettra un transfert des données patients. Donc, lesquelles? Quelles données patients vont être transmises automatiquement du dossier patient informatisé à via trajectoire? Donc, on a un ensemble de données administratives. Bon, je ne vais pas toutes les nommer, mais bon, il y a quand même pas mal d'informations. Et vous avez également les données médicales et paramédicales. Donc, ce qui peut être très intéressant et un gain de temps. Voilà, donc comment ça se présente au niveau de mon logiciel? Donc, en fait, j'ouvre le dossier de mon patient dans le dossier patient informatisé et je clique sur le bouton « Demande d'admission via trajectoire ». J'arrive directement sur via trajectoire, les informations transférables de mon patient sont déjà remplies et je complète les autres champs pertinents de ma demande d'admission. Évidemment, j'ai quand même un petit peu de boulot, hein. Tout ne se fait pas, mais c'est quand même un vrai gain de temps. Donc, comment mettre en place l'interopérabilité entre le DPI et via trajectoire dans mon établissement? Donc, je sollicite la direction des services numériques informatiques de mon établissement et qui contacte en fait l'équipe d'interopérabilité du GCS e-santé Pays de la Loire. Donc, je vous ai mis l'adresse mail. Donc, voilà. Donc, on passe sur le module sanitaire prescripteur. Création de la demande. Donc, vous avez peut-être tous initié une demande via trajectoire. Une fois qu'on a les bonnes habilitations, on a du coup un onglet sanitaire et on clique sur créer un dossier. Donc, on a cette fiche qui s'affiche, hein, avec le référent. Donc, c'est très intéressant, c'est très important qu'au moment de la création, si on est sur plusieurs établissements ou plusieurs unités, qu'on mette bien dans le bon établissement et dans les bonnes unités, enfin dans la bonne unité, le patient en question. Et on a l'ensemble de l'identité du patient à saisir ou qui sera directement saisi en fonction de l'interopérabilité ou pas. Donc voilà, avec le nom de naissance, premier prénom de naissance, la date de naissance, qui sont des données obligatoires. J'ai oublié le sexe également. Vous avez ici, voilà, l'INSS, alors l'INSI, pardon, l'intégration de l'identité nationale de santé, hein, qui sont reliées au module sanitaire et grand âge depuis la version 8.1.2 du 9 mai 2023. Donc, ça se traduit en fait par un appel au téléservice de l'INSI, Identifié national de santé intégré. Donc, en fait, c'est une étape facultative dans le déroulé du processus de création d'un dossier. Et en fait, le remplissage se fait seulement si l'utilisateur a été formé à la gestion de l'INS et aux bonnes pratiques de l'identitovigilance. Donc, voilà. Donc, et je clique sur « Créer le dossier ». Alors, on va reprendre un petit peu les boutons d'action. Vous avez deux boutons d'action, un bouton sauvegarder et un bouton valider. Alors, sauvegarder, ça veut dire enregistrer. Et en fait, il faut le faire assez régulièrement puisque là aussi, il y a une sécurité qui se met en place à partir du moment où vous remplissez comment dire,
un volet du dossier sanitaire ou grand âge d'ailleurs, mais bon, la sanitaire, vous avez un temps imparti et en fait, le fait de remplir n'est pas une action considérée par Via Trajectoire. C'est-à-dire que l'action est le clic sur la validation ou la sauvegarde. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous avez un coup de téléphone pendant que vous êtes en train de remplir un volet et que vous n'avez pas sauvegardé, si vous allez reprendre l'écriture, vous allez valider, mais en fait, rien ne sera validé puisque finalement, vous aurez passé ce temps imparti. Donc, je vous conseille de sauvegarder assez souvent, enfin voilà, dès que vous êtes dérangé dans votre écriture de volet. Et puis, on valide, en fait, la validation, ça veut dire que c'est prêt pour l'envoi. L'idée, c'est pas de revenir dessus, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes OK avec ce que vous avez écrit et vous passez au volet suivant. Bien sûr, il y a quand même des possibilités de modifier qui permettent de compléter, d'ajouter ou de supprimer des informations. Et donc, l'action modifiée engage ensuite l'action validée. On modifie, on valide pour être sûr que ça soit visible par le receveur. Donc, présentation d'une demande. On va faire un zoom sur la colonne de droite qui permet de parcourir le dossier du demandeur. Donc, vous avez dans un premier temps le résumé du dossier, c'est-à-dire l'identification du patient et le récapitulatif de sa demande, avec notamment les dates d'hospitalisation, dates d'entrée souhaitées qui sont importantes en termes de renseignements. Ça permet notamment la date d'hospitalisation, ça permet au receveur de savoir un petit peu depuis combien de temps le patient est dans la structure. Donc, ça lui permet aussi de prioriser certains patients. Le contenu du dossier, donc vous avez 5 volets et des pièces jointes. Donc, le volet orientation, volet médical. Vous voyez, à chaque fois que c'est rempli et validé, vous avez la date du dernier remplissage, enfin la dernière validation du volet. Et On a au une niveau main des levée. pièces jointes, je veux bien entendre votre question. Oui, bonjour. Pourquoi n'y a-t-il pas dans le résumé de dossier la date de naissance du patient? Alors, en fait, elle y est parce que quand vous allez mettre votre petit curseur au niveau de 73 ans, la date de naissance du patient s'affiche. D'accord. Ok. Voilà, donc elle est bien inscrite en fait. Vous inquiétez pas, le receveur est bien à même d'avoir tout de suite la date. D'accord. Bon, bah, très bien. Voilà, Merci. je vous en prie. Donc voilà l'ensemble des volets. Je vais en reparler après de l'ensemble des volets, donc je passe assez vite. Vous avez une rubrique suivi du dossier et là, c'est important en fait, l'envoi et réponse. Je sais qu'il y a certains internes qui sont un peu perdus avec envoi et réponse. Ils n'ont pas forcément, ils ont plus tendance à cliquer sur transfert patient que envoi et réponse, mais on est bien d'accord. Le transfert d'un patient, ça se fait bien d'un service MCO vers un autre service MCO et non pas vers un SMR ou vers l'HAD. On est bien là pour envoyer en fait des demandes. Donc, c'est envoyer et suivre les demandes d'admission, c'est bien ici. Et vous avez un bouton aussi historique des actions qui permet en fait de voir l'ensemble des actions effectuées sur le dossier et par qui. Donc, évidemment, pas de compte générique. L'idée, c'est bien d'avoir une identité derrière chaque action. Donc, on continue. Vous avez ensuite, c'est-à-dire quand on baisse le curseur, vous avez un bloc-notes qui est réservé à l'équipe de soins. Et ça, c'est propre au service prescripteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas vu par le service receveur. Donc, c'est vraiment pour vous aider à organiser finalement, par exemple, la sortie d'un patient. Ça peut être, ça peut vous aider, sachant qu'en plus, ce bloc-notes, il est visible directement de votre tableau de bord. Donc, si par exemple, je mets la date, je note que, par exemple, j'ai vu le tuteur de monsieur un tel, et qui est favorable à tel
voilà, favorable à l'HAD, par exemple, ou voilà. Ça peut être des petites choses comme ça. Et ça permet, dès le tableau de bord, d'avoir ces informations-là. Et c'est des informations qui restent au sein même de votre service. Et vous avez donc une dernière rubrique, action sur le dossier. Ok. Donc, vous avez la possibilité. Oui? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Non? Pensez à éteindre, voilà, à fermer votre micro. Vous n'avez pas de questions. Donc, les actions sur le dossier. Donc, il y en a plusieurs, notamment la possibilité de créer un dossier grand âge en parallèle. Donc, évidemment, si vos droits sont cochés, hein. Mais en fait, l'idée, c'est justement de reprendre, là, par exemple, mon dossier est prêt à l'envoi, hein, puisque l'ensemble des petites batteries est passé au vert. Donc, ça peut être intéressant de créer un dossier grand âge directement, puisqu'il y a des informations qui sont reprises pour faire mon dossier grand âge. Ça m'évite de recopier les mêmes éléments. Ça, c'est vrai, évidemment, quand le dossier, il ne faut pas qu'il y ait un dossier grand âge, évidemment, déjà créé. Mais de toute façon, ça vous le met. C'est-à-dire que si je clique sur créer un dossier grand âge et qu'on me dit qu'il y a déjà un dossier existant, voilà, je ne continuerai pas. Mais voilà, pour les nouveaux dossiers, en tout cas, c'est très intéressant. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire une demande anticipée. Ça veut dire que l'ensemble des volets d'une demande anticipée devra être complété lors de son hospitalisation, enfin lors de l'hospitalisation du patient. Alors ça, bon, c'est pas toujours, voilà, il y a des établissements qui veulent que ça soit déjà tout pré-rempli, mais l'idée, normalement, c'est que tant que la personne n'est pas hospitalisée, on peut l'orienter, mais le volet médical et le volet soins et projets restent. Vous voyez, vous pouvez envoyer le dossier incomplet, c'est-à-dire le volet médical et le volet soins et projets ne seront pas forcément remplis. Et on vous donne la possibilité d'envoyer quand même ce dossier en demande anticipée. Ce qui paraît logique, hein. Tant que la personne n'est pas hospitalisée, on ne peut pas savoir exactement ce qu'elle va développer en termes d'hospitalisation. C'est un petit peu moyen cette fonctionnalité, je trouve, Oui. dans la pratique quotidienne, parce que c'est vrai que si on parle de chirurgie, l'instant T, c'est quand même plus. Enfin, moi, je trouve que je suis sur ASSR. C'est Ouais. très, très désagréable d'avoir des demandes anticipées parce que de toute façon, les gens, ils n'ont pas encore été opérés. Donc, en gros, et en fait, je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui en font plein, plein, plein. C'est pas. D'accord. Voilà, c'est pas évident parce qu'ils se disent le boulot, il est fait, je l'ai déjà préparé. Et en fait, il se trouve que parfois, quand on arrive à la chirurgie, ils oublient de recompléter derrière, si vous voulez. Oui, oui, oui. Parce que Et on en renvoie plus, voilà, c'est tout. en plus, en fait, souvent, alors moi, j'ai pu voir, en fait, notamment, il y a des accords de principe qui sont donnés parfois, puisque, a priori, ce type de chirurgie est pris, en effet, dans mon établissement SSR. Mais le problème, c'est qu'ils n'osent pas, comme ils ont l'accord de principe, actualiser la demande, puisqu'en fait, ils perdent le statut. Tout à fait. Donc là, du coup, il y a une espèce de double crainte. Donc là, on est en train de travailler ça là, avec l'éditeur et notamment voilà, les différentes régions, hein, pour essayer d'appuyer cette demande et voir ce qu'on peut. Enfin voilà, faut qu'on travaille cette demande anticipée parce que du coup, parce que normalement, logiquement, il y aurait juste l'orientation. Mais il faudrait que ça soit sur de la chirurgie. Alors, bon, dites-vous bien qu'en général, ça se passe quand même relativement bien. Sur certains gestes, on peut avoir quand même un minimum. Mais c'est vrai que normalement, le volet médical et le volet soins et projets ne peuvent pas être remplis, en tout cas sur une consultation préopératoire. Et non seulement ça, mais en plus, comme on travaille souvent, très très souvent en flux tendu sur les lits, c'est véritablement très compliqué d'avoir une liste infinie de demandes anticipées. On ne sait pas quoi en faire. On est là, oh là là, ils m'ont pourri mon truc. Il y en a partout, quoi. Voilà. D'accord, oui. Non, mais je comprends. Vraiment, c'est pas évident. Non, mais c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est quelque chose que moi-même j'avais remarqué. En fait, je vous dis, le fait même de perdre le statut sur l'actualisation, en fait, il y a énormément de services prescripteurs finalement qui n'osent pas
qui n'osent pas actualiser de peur de perdre ce statut, mais en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, moi, je leur dis ici, s'il y a un statut à perdre, c'est celui-là, parce que je ne vois pas comment le service receveur peut statuer sur un patient dont on ne connaît pas ni volet médical, ni volet soins et projets. Ou alors, mais bon, voilà. Alors, donc, certains, du coup, le font, c'est-à-dire écrivent au niveau du volet médical et volet soins et projets, mais quelque chose qui n'est pas, voilà, qui est, comment dire, virtuel, parce que pour l'instant, il n'a pas été hospitalisé. Ouais, puis je trouve que c'est source d'erreur. On ne voit pas le. Enfin, bon, moi, j'aime pas trop ça, mais bon, après. D'accord, mais justement, je note. Hein. Non, mais je note, c'est intéressant parce que c'est le même. Enfin, c'est pas le premier retour qu'on me fait là-dessus. Et même moi, clairement, je trouve que c'est pas confortable du tout. C'est intéressant parce que dans l'idée, c'est intéressant. Et on peut dire que dans la majeure partie des cas, ça peut quand même être quelque chose on peut se dire, bon, voilà, on peut essayer de projeter sur certaines interventions, notamment peut-être chez des plus jeunes. Hein. Par contre, c'est vrai que dès qu'il y a un âge peut-être plus avancé, on aurait tendance à craindre un petit peu en fait cet accord de principe. C'est évident. Ouais. Ouais. On ne sait jamais comment ça va se passer sur une intervention chez quelqu'un d'âgé, par exemple. Mais peut-être à ce moment-là, sur une demande anticipée, de toute façon, faire perdre l'accord de principe de base pour que ça soit réévalué, en fait, au moment de l'hospitalisation. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a des prescripteurs, notamment en chirurgie, au niveau de cette formation. Je pense que peut-être certains grinceraient des dents. Mais J'entends bien, mais de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose qui est un peu bloquant, je trouve, qui n'est pas agréable. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, je prends note et puis voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Vous êtes madame, pardon, je n'ai pas Madame visibilité. Ménard, je travaille sur le SSR Polyclinique à Cholet. D'accord. Voilà. Parfait. OK. Donc voilà pour la demande anticipée. Donc en fait, on va partir sur les volets, les différents volets. Donc là, on a le volet orientation. Donc en fait, après la création du dossier, il y a une redirection automatique sur le volet orientation, mais uniquement si vous avez l'habilitation prescripteur médical. Je rappelle que cette habilitation est réservée aux seuls médecins et internes. Donc là, c'est pareil. Je sais que ça fait un peu grincer des dents, mais c'est comme ça. Je rappelle aussi que ça reste une demande SMR HAD, ça reste une prescription médicale. Donc, l'orientation. Le volet orientation, voilà, il est décrit comme ça. Il faut en fait décrire la pathologie principale pour donner des éléments. Si vous voulez, à chaque fois que vous allez cliquer sur un bouton, ça va renseigner petit à petit la possibilité d'une orientation. Donc, d'abord, je clique sur le public, donc adulte, enfant. Alors, hop, voilà. Donc là, j'ai choisi adulte. Donc là, c'est un exemple. Hein. Donc, je clique sur adulte. Là, voilà, c'est une hospitalisation en unité spécialisée de soins palliatifs. Hop. Et puis, en sous-famille, j'ai pris une hospitalisation de répit. Et dans le détail, j'ai mis besoin de répit familial. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, du coup, j'ai des éléments. Voilà, donc ça, on récapitule et j'ai déjà des éléments finalement qui se sont, comment dire, affichés. Donc, j'ai différentes briques. Alors là, dans ce cadre-là, j'ai l'unité spécialisée de soins palliatifs et j'ai l'hospitalisation complète, réadaptation polyvalente. Donc, j'ai 2 éléments qui se sont affichés. En fonction, évidemment, de ce que vous allez déterminer, vous pouvez avoir beaucoup plus d'orientations sélectionnées. Donc, soit je sais déjà où je veux que mon patient aille en fonction justement de ces orientations sélectionnées. Et là, à ce moment-là, je vais cliquer directement sur mon bouton. Par exemple, là, je pense que je vais avoir du mal à trouver une unité spécialisée de soins palliatifs parce que j'en ai pas beaucoup dans mon secteur. Hein, ça peut être beaucoup ça. Donc, je vais plutôt partir sur une réadaptation polyvalente avec avec des établissements qui prennent en charge en fait ma pathologie.
Donc là, du coup, je vais, en cliquant sur cet élément-là, je vais avoir en fait des éléments en jaune fluo qui vont ressortir et je vais pouvoir aller cliquer ces éléments-là. Donc les différentes, voilà, on a l'objectif de prise en charge, les conditions liées au patient et l'environnement du patient. Et du coup, je vais valider ici, je vais valider cette orientation. Donc, c'est peut-être la partie la plus complexe finalement de la demande, parce que souvent, finalement, ça ne correspond pas, ça ne rentre pas. Voilà, j'ai du mal à trouver, mon patient, ce n'est pas vraiment ça. Donc, on est bien dans l'idée, en fait. On essaye de trouver l'établissement qui est le plus adapté au patient. Donc, en fait, on va essayer de trouver ce qui va, comment dire, ce qui va être le plus adapté, en fait, aux besoins de mon patient. Mais c'est aux besoins de mon patient à la sortie. Ce n'est pas aux besoins qui l'a conduit à l'hospitalisation aiguë. Hein. Donc, alors des fois, c'est la même chose, mais il y a des fois, ce n'est pas vraiment ça. C'est par exemple quelqu'un qui viendrait pour, enfin, moi, je ne sais pas, une hypotension orthostatique, donc chute au départ, mais finalement qui se retrouve avec finalement, voilà, bon, c'est à peu près la même chose, mais j'ai des difficultés à la marche, je vais avoir besoin peut-être d'une réadaptation locomoteur. Mais au départ, évidemment, on est déjà dans cette idée-là, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui viendrait pour un cancer, à qui, finalement, on aurait fait une ablation au niveau voilà, de son cancer. Mais finalement, en fait, ce n'est pas tant le cancer qui va être le problème, c'est les conséquences du cancer. Et là, par exemple, il a une fatigue majeure et il a besoin de récupérer avant de pouvoir repartir à domicile ou être pris en charge à domicile, puisque en fait, il a des difficultés avec comment dire, les gestes de la vie quotidienne. Vous voyez, c'est pas forcément, facile. C'est-à-dire qu'on aurait tendance finalement à mettre d'emblée la pathologie qui a amené finalement à la prise en charge du patient au niveau du MCO. Mais ce n'est pas celle-là. Et évidemment, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup, enfin voilà, là je parle d'une seule, mais souvent il y a plusieurs complexités, plusieurs difficultés des fois à la sortie. On va prendre celle qui est majeure et après, évidemment, on donnera des détails dans la suite des volets. Donc voilà, sur les différents éléments du volet orientation. Et évidemment, à la fin, quand vous allez valider, vous devez avoir obtenu l'accord formel du patient pour confirmer la validation de l'orientation. Si c'est de l'HAD, par exemple, clairement, si vous n'avez pas cet accord du patient, il ne fonctionne que comme ça. Donc, l'HAD va prendre en charge le patient seulement si le patient est d'accord sur le fait de faire de l'HAD. Donc, voilà. Donc, on confirme l'accord du patient. Après, on peut toujours modifier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce volet orientation ou ça va? OK, donc ça va? OK, je continue. Donc, le volet médical, donc le volet orientation, en fait, il va déjà amener en fait certains éléments du volet médical. En fait, il y a des métafiches, c'est-à-dire que, par exemple, admettons que mon patient ait une pathologie cancéreuse, je vais avoir un volet médical qui va être déjà, comment dire, plus sur le versant d'un cancer. Voilà. Hein, donc, il y a plusieurs éléments comme ça. Par exemple, si c'est un problème de cardiologie, je vais avoir une métafiche, un volet médical plus centré sur, enfin, axé sur la pathologie principale, donc la cardiologie. Voilà, il y a plusieurs éléments comme ça. Donc, voilà, donc c'est pour ça que évidemment, on ne peut pas faire le volet médical avant de faire le volet orientation. Et de la même façon, il y a des éléments du volet médical qui vont directement basculer dans le volet soins et projets. Donc, comme il s'appelle le volet médical, il faut avoir une habilitation prescripteur médical et donc c'est bien une action de médecin.
Après, en tant qu'équipe soignante, c'est-à-dire quand on est cadre ou infirmier, on peut avoir quand même cette possibilité de remplir le volet orientation et le volet médical, mais pas de le valider. Donc, je sais notamment qu'en chirurgie, c'est compliqué. Donc, ça peut peut-être être une option. Sachant que je pense que quand on connaît bien son patient, c'est plus facile de remplir ce volet-là quand on est un médecin. Voilà. Donc voilà pour le volet médical, hein. Donc bon, il y a plusieurs éléments. Sachez quand même que dès que vous avez un plus, si vous cliquez, vous avez des éléments qui s'ouvrent, hein. Et il y a quelques éléments obligatoires, notamment tout ce qui concerne le statut infectieux et savoir, voilà, là au niveau des locaux adaptés à la désorientation temporo-spatiale, ça c'est important aussi. Voilà, voilà pour ça. Donc, on passe au volet soins et projets. Bon, si je peux rappeler, un dossier bien renseigné permettrait une réponse plus rapide du receveur. Ça, il n'y a pas. Voilà. Et puis, l'idée, vraiment sur l'indépendance, comme on l'appelle, vraiment, cette partie, évidemment, est obligatoirement remplie, hein, puisque, évidemment, elle va donner, comment dire, une piste sérieuse de choix pour le receveur. Voilà, donc après, vous avez le volet administratif et social qui sera en partie rempli. Si vous avez une interopérabilité avec votre dossier patient, ça sera informatisé. Il y a quand même pas mal de choses remplies. Après, voilà, il y a des éléments généraux à cocher. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'éléments à écrire. Et puis le dernier, c'est le service demandeur. Donc vous avez la possibilité, c'est-à-dire que quand voilà, on écrit souvent le nom d'un médecin et le numéro de téléphone, les coordonnées, le prénom, nom, prénom et numéro de téléphone, ils sont conservés en mémoire en fait quand vous appuyez sur ce petit bouton. Donc quand ça n'a jamais été fait, ça ne s'inscrit pas, mais par contre, en général, vous avez toute une liste. Alors, on ne peut pas effacer les noms, mais petit à petit, quand on les resélectionne pas, ils disparaissent. Voilà. Et donc, je valide et comme ça, tout est validé au niveau de mon contenu de dossier. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter une pièce jointe. Je sais que ce qui est pas mal ajouté, c'est les traitements. Pour éviter en fait d'écrire l'ensemble du traitement et que voilà, souvent c'est téléchargé et envoyé en pièce jointe. Donc ça peut. Donc voilà, donc une fois que tous les volets sont complétés, ils passent en vert, le dossier est complet, vous pouvez donc passer à l'étape suivante, la recherche d'établissement. Est-ce que ça va sur cette partie? C'est bon pour vous? Donc je passe à l'envoi de la demande. Donc, le suivi du dossier, envoi et réponse. Donc, je vais cliquer sur « Rechercher des unités » à ce niveau-là. Vous avez même un autre endroit ici. Et donc, je clique. Donc là, on me demande en fait donc les critères de recherche. Donc, j'ai recherché parmi les unités conformes à l'orientation. Donc là, j'avais pris une hospitalisation complète et SSR polyvalent. Ou je peux rechercher aussi parmi toutes les unités prenant en charge la pathologie décrite. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, là, dans le cas de mon exemple, il peut y avoir des prises en charge, il y a des SSR polyvalents qui ne prennent pas forcément en charge le soin palliatif, par exemple. Mais il y a des SSR polyvalents qui, par contre, ont des lits de soins palliatifs, bien déterminés sur ces unités-là. Donc, c'est peut-être intéressant que je regarde toutes les unités qui prennent en charge la pathologie décrite. Après, si j'ai une hospitalisation complète avec un SSR spécialisé, évidemment, ça va être plus intéressant pour moi d'avoir tous ces établissements spécialisés, hein, donc voilà, pas forcément prenant en charge la pathologie décrite. Tout dépend en fait du profil de mon patient. Qu'est-ce qu'il a besoin, quel âge il a aussi, il y a tout ça qui rentre en compte en termes de voilà. Donc voilà, et puis il y a une deuxième chose, c'est rechercher autour de. Donc vous avez évidemment l'adresse du patient.
vous avez l'adresse de votre établissement et vous avez la possibilité d'une autre adresse que vous avez peut-être déterminée au niveau de votre dossier administratif, c'est-à-dire une adresse de soins. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, moi, je sais que c'était pas mal utilisé dans le cas, par exemple, à Lilieu. Bah, voilà, les gens qui avaient, en effet, qui habitaient Lilieu, c'était très compliqué parce que, du coup, s'ils avaient besoin d'une hospitalisation de jour uniquement, par exemple, sur une rééducation de jour, et ben, évidemment, on ne pouvait pas, enfin voilà, il n'y en avait pas sur l'île, mais par contre, s'ils avaient une autre adresse à côté d'un établissement, des amis qui pouvaient, ou des amis ou de la famille qui pouvaient le prendre en charge à ce moment-là, ça pouvait être l'occasion, voilà, de mettre cette adresse de soins. Voilà. Dans le cas, voilà, dans quel cas on utilise aussi l'adresse de l'établissement, c'est dans le cas, par exemple, où la personne n'aurait pas de mutuelle et ne pourrait pas être rapatriée. Enfin, je sais que voilà, donc là, ça peut, du coup, l'idée, c'est de trouver, on est obligé, hein, enfin, par l'assurance maladie, à trouver un établissement au plus proche de l'établissement MCO. Donc, on peut utiliser aussi cette adresse dans ce cas-là. Donc, je mets, là, j'ai pris toutes les unités prenant en charge la pathologie décrite et j'ai coché l'adresse du patient et je clique sur rechercher. Pardon. Et donc, du coup, là, j'ai les résultats de la recherche et je vais pouvoir, en fait, du coup, cocher les unités qui m'intéressent et qui me paraissent plausibles au vu de ce que mon patient a et voilà, qui seront voilà. L'idée, c'est qu'au niveau géographique, c'est les plus proches qui s'affichent. Bon, là, ça paraît un peu fou hein, quand même, mais voilà. Là, on est vraiment sur des... C'est fictif hein, comme élément. Et donc, on sélectionne. On peut voir avec le patient avant voilà, quel établissement sera intéressant pour lui et on sélectionne. On peut aussi faire une recherche par mots-clés. Moi, je ne comprends pas, il y a tel établissement que je connais, je ne comprends pas pourquoi il ne me le propose pas. Alors, s'il ne propose pas, c'est peut-être parce que l'orientation, il y a deux choses, c'est-à-dire soit votre patient, voilà, il y a quelque chose que vous avez peut-être vous êtes passé à côté dans votre description, soit c'est l'établissement receveur qui ne prend pas cette typologie de patient. Chaque receveur, en fait, a une fiche établissement et une fiche unité. Et en fait, il coche un thésaurus, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il va mettre, à chaque fois, je vous ai dit, à chaque fois dans votre volet orientation, vous cochez famille, sous-famille, détail. Et puis après, quand vous allez dans le détail de la prise en charge avec l'environnement du patient, eh bien, dites-vous que le receveur, en fait, l'unité receveuse, va, elle, cocher chaque item qu'elle prend. Donc, c'est peut-être qu'elle n'a pas coché cet item-là. Vous voyez, ce n'est pas forcément… alors, soit elle ne l'a pas coché parce qu'elle ne voulait pas et qu'en effet, elle ne prend pas ce type de patient, soit elle ne l'a pas coché par défaut parce qu'elle a oublié de le faire ou elle a oublié de mettre à jour son thésaurus. Donc, voilà pourquoi vous ne trouvez pas toujours directement l'établissement, voilà. Est-ce que ça vous arrive souvent? Vous êtes obligé de faire des recherches par mots-clés parce que vous trouvez pas l'établissement? Oui, c'est pas forcément très simple, oui. Ça vous arrive souvent? D'accord. Alors, c'est vraiment, on fait ce travail-là auprès des receveurs. Hein, c'est l'idée qu'ils mettent à jour en fait leur thésaurus. Après, il y a une autre chose aussi, c'est-à-dire qu'il y a des établissements receveurs qui ne prennent aussi que certains secteurs géographiques. Ils ont déterminé leur territoire géographique de prédilection. Donc, c'est aussi ça aussi qui peut vous empêcher finalement de voir l'établissement en question. Donc, ce qui peut expliquer. L'idée, c'est vraiment au mieux que ça soit au plus proche du domicile du patient parce qu'on sait que voilà, d'avoir sa famille autour, ça contribue à sa guérison, au moins à sa prise en charge. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on voit bien que, comme a dit votre collègue tout à l'heure, hein, voilà, c'est tout le temps un flux tendu et des fois, finalement, vous allez chercher ailleurs. Mais dites-vous bien qu'en faisant ça, vous avez finalement moins de chances de trouver, en fait. Hein, Oui, donc parce que voilà, de toute petit façon, conseil. à l'inverse, nous, on va répondre, n'habite pas sur le territoire de l'établissement, on n'habite pas sur le territoire de recrutement. On Voilà, va c'est ça. répondre ça, forcément. Tout Enfin, à fait. C'est on fera ça. exactement ça. Mm. Hein. Donc finalement, plus on s'éloigne et moins on a de chances finalement d'avoir cet établissement-là. Donc c'est pas, je dirais que c'est pas, voilà, c'est pas le bon plan. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné un établissement, hein, le centre hospitalier, centre hospitalier Rochefort, et du coup, là, je l'ai juste sélectionné. Je n'ai pas envoyé la demande. Ce qui est intéressant au moment de la sélection, c'est que vous avez des éléments. Là, on ne le voit pas forcément, je crois qu'on le voit peut-être après. Si je clique sur envoyer la demande, donc évidemment, je mets la date d'admission souhaitée et j'enregistre. Ah non, on ne voit toujours pas. Mais vous avez la possibilité. En fait, vous voyez, donc là, l'hospitalisation complète et nécessaire polyvalent, ça rentre complètement dans ma demande. Après, il peut y avoir en fait certains éléments là qui sont instruits ici, je crois que c'est en orange, et qui finalement notent tout ce qui manque dans l'établissement par rapport à ce que moi j'ai demandé en tant que prescripteur. Donc, il y a des éléments qui peuvent en effet nous faire comprendre pourquoi on ne l'a pas vu dans un premier temps et qu'on a été obligé de le chercher par mots-clés. Si par exemple, je donne un exemple comme ça, quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral et qui a besoin, qui a une aphasie et qui a besoin forcément de rééducation neurologique avec une prise en charge orthophoniste. Si je n'ai pas d'orthophoniste dans mon établissement, clairement, ça n'a pas d'intérêt. C'est une perte de chance pour mon patient. Donc là, je vais le voir là. Si c'est bien mis à jour, voilà. Là, vous voyez. Donc c'est quand même important cette partie-là. Donc on continue. Hop. Dans le suivi du dossier. Ouais, c'est marrant, j'en ai aucun. Tout est bien là. Alors, confirmation de la proposition d'admission. Donc là, on a quelqu'un en fait qui nous a, voilà, il y a un receveur qui nous dit que c'est OK, qu'il a cette possibilité d'admission à telle date. Donc, tant que le prescripteur n'a pas confirmé la proposition, les unités contactées peuvent modifier leur réponse. C'est-à-dire que tant que je ne confirme pas la demande, eh bien, du coup, le receveur, il peut dire, bon, bah, là, ça fait trop longtemps, donc soit je le relance en lui disant, bah, réponds à ma demande, soit il change, bon, je pense souvent il relance quand même, mais il peut changer le statut. C'est-à-dire, il peut dire, bon, bah, là, c'était possible, mais là, bon, ça fait 2-3 jours où on ne m'a pas répondu. Bien là, du coup, je vous mets accord de principe, on verra un peu plus tard, parce que là, moi, pour l'instant, j'ai besoin d'avoir une visibilité. OK? Justement, je voudrais rester toujours, Madame Ménard, je voudrais revenir sur ces histoires de relance parce qu'en fait, par exemple, moi je suis prescriptrice, mais aussi je réceptionne les demandes. Si j'ai pas le temps de dire ouf et que en fait ils ont relu leur demande et qu'ils l'ont renvoyée, moi je me mets toujours une petite note, ce qui fait qu'après je vais plus vraiment voir qu'ils me l'ont renvoyé. Je vais pas vraiment pouvoir déterminer que c'est une deuxième fois qu'ils me le renvoient. Vous voyez ce que je veux dire? Visuellement, ce sera pas très facile en fait de le savoir. Ça, c'est Oui, je quelque chose qui est comprends. un peu limitant parfois. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est quand ils ont modifié, c'est ça? Parce qu'en fait, Oui, quand ils ils ont fait une modifient, modification et moi, j'ai même pas eu le temps de dire quelque chose sur le dossier en fait. ouais. Alors, il y a des fois, c'est pour ça que les modifications, elles sont importantes, mais elles doivent pas être faites à tort à travers non plus. C'est-à-dire que s'il y a un petit changement de poids, on va peut-être pas le noter, parce qu'en effet, on perd son statut. Donc ça, c'est Ouais. très important en tant que prescripteur. Ayez bien ça en tête. Par contre, clairement, si mon patient va pas bien, vaut mieux que j'annule ma demande dans un premier temps. Et là, en effet, je vais modifier ma demande. Oui, c'est ça. Et il faut actualiser. Si par exemple, mon patient au départ, voilà, je fais ma demande de façon assez rapidement, hein, quand du coup le patient est hospitalisé, en général, même le jour ou même dès le lendemain, je vais avoir fait une demande pour certains de SMR ou d'HAD.
Donc, je vais avoir fait une demande sanitaire. Si tout d'un coup, au cours de l'hospitalisation, je me rends compte, par exemple, que mon patient est diabétique, c'est une découverte de diabète, évidemment, c'est quelque chose à noter et il va falloir actualiser ma demande parce que la prise en charge sera peut-être pas la même et que voilà, j'ai d'autres éléments peut-être à notifier. En fait, c'est vraiment, en effet, c'est vrai que à partir du moment où on a une date d'admission, je pense qu'après, on peut confirmer la demande. Et puis, comment dire, on confirme la demande et l'idée, c'est que vous puissiez ensuite soit appeler directement en fait le receveur pour lui dire s'il y a des soucis et puis communiquer avec lui. Hein. Donc voilà. Je pense, voilà, dès que vous avez une date d'admission. Par contre, si ça doit remettre en cause, parce que le problème de votre patient doit remettre en cause, en effet, cette date, voilà, du coup, il faut à ce moment-là vaut mieux annuler la demande. Hein. On est d'accord. Ouais, alors c'est vrai que c'est pas souvent fait, c'est relancé, et puis du coup, c'est moins visuel pour le récepteur, forcément. On n'a pas l'impression que. On se dit, bah, je l'ai déjà vu, j'ai dû répondre non, parce que je me suis mis une petite note ou je ne sais quoi, et puis bah, en fait, non. Donc, ça, c'est un petit peu. Voilà. Ben oui, oui, oui. Donc, en fait, bon, après, je vais en parler des relances après. Hein, je vais vite passer sur l'envoi. Donc, évidemment, confirmer la demande. Une fois que vous avez confirmé, vous pouvez mettre du coup cette date d'admission réelle. Alors, c'est pareil, on décale. Soit on donne, si le receveur vous a donné une date, c'est pas pour la décaler à 10 jours, quoi. Enfin, où j'exagère, hein, mais à 2-3 jours. L'idée, c'est bien de rester sur sa date d'admission. Voilà. Évidemment, vous devez avoir obtenu l'accord formel du patient et puis on clique sur accord du patient. Donc, quand vous avez une confirmation, vous avez en fait cette petite poignée de main. Voilà. Donc, l'annulation d'une demande, donc c'est très important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, je pense que vos relations entre prescripteur et receveur, ça peut marcher uniquement en fait si du coup on joue le jeu. C'est-à-dire que autrement, franchement, c'est là où ça devient complexe et que du coup les choses n'avancent pas. Donc, si vraiment mon patient ne va pas bien et que je suis obligée de repousser cette date, il vaut mieux que j'annule la demande et que je reprenne. Hein, je peux annuler la demande et tout de suite la réactiver. Hein. C'est pas long. Je valide l'ensemble de mes volets qui sont enfin, qui sont pré-remplis. Hein. C'est-à-dire, je ne perds aucune information à annuler ma demande. Par contre, ça me permet de compléter et puis d'expliquer un peu pourquoi, voilà, j'annule pour l'instant. Et évidemment, alors on peut annuler parce que du coup, soit la personne est rentrée plus tôt, mais à ce moment-là, on va annuler l'ensemble du dossier. Mais si j'annule une demande, en général, c'est pour une histoire de décaler en fait la sortie vers le SMR ou l'HAD. Donc voilà, j'ai plusieurs motifs d'annulation. Hein, je ne vais pas lire l'ensemble. Et je confirme l'annulation de la demande. Ah là, vous voyez là ce que je vous disais tout à l'heure, là voilà, c'est en orange et vous voyez ce qui manque directement comme ça. Et on peut dire, et vous voyez là c'est marqué, la commune du référent sanitaire n'est pas dans la zone de couverture privilégiée. Donc là on voit direct que ça va être compliqué. Donc si je reprends sur l'annulation, on peut également annuler le dossier. Alors, mon patient est là, par chance pour lui, finalement, il est rentré à domicile avec des aides et finalement, ça s'est bien mis. Ou alors, il est décédé. Hein, voilà. Donc, je vais directement annuler le dossier. Hein. Vous avez quand même plusieurs éléments. Et donc, du coup, vous validez. Et il passe dans le tableau de bord annulé, hein, votre dossier. Voilà. Dans le cas de modification d'une demande, alors, il n'y a pas ce qui est intéressant maintenant quand même, c'est que si le changement n'a pas entraîné de modification d'orientation, les demandes envoyées sont maintenues. Par contre, c'est ce que je vous disais, par contre, vous perdez le statut initial. Donc, tant qu'il n'y a pas de réponse, je pense qu'on peut y aller. Et notamment lors de l'hospitalisation, quand il y a eu une demande anticipée. Donc, ça, je pense que c'est très important. Dès que vous avez une réponse, faut vraiment que ça soit très important pour finalement le faire. Hein.
moins important, on va dire pas très important, mais important. Donc, et là, du coup, en fait, vous n'avez pas besoin de réenvoyer. Les établissements sont directement au courant de la modification. Voilà. Par contre, si vous modifiez l'orientation, évidemment, il faudra réenvoyer les demandes puisque finalement, peut-être que l'établissement ne correspondra plus. Voilà. Donc, on clique sur modifier, on confirme la modification du volet. Voilà. Pour le transfert d'un dossier, ça veut dire que mon patient, par exemple, qui était hospitalisé en cardiologie, finalement a été transféré en diabétologie, par exemple. Voilà, hop, ça peut, parce qu'il y avait des choses aussi à régler. Du coup, il y a eu un transfert. Donc, il faut faire suivre le dossier. Donc, je vais cliquer sur transfert patient. Et donc, c'est bien le transfert du dossier du patient voilà, qui va aller en fait du coup de la cardiologie à la pneumologie, par exemple. Donc là, je remplis établissement, unité et je confirme. Je perds mon dossier en faisant ça. C'est-à-dire qu'il ne sera plus dans mon tableau de bord. Admettons que j'étais en cardiologie, je ne le verrai plus dans le tableau de bord de la cardiologie. Il va en pneumologie. Par contre, en faisant ça, il faut absolument que l'équipe de pneumologie qui va recevoir le patient fasse une action sur le dossier. Parce qu'en faisant ça, il y a au niveau du service demandeur, forcément, ma petite pile qui était verte va redevenir rouge parce que le service demandeur change. S'ils ne font pas cette action sur le dossier, le receveur ne pourra pas répondre. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, c'est statu quo. Il ne peut pas émettre de réponse. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est rarement fait. Et du coup, c'est bloquant, en fait. Il y a un espèce de dossier bloqué. Donc vraiment, quand vous transférez un patient d'une unité à une autre, d'une unité MCO vers une autre unité MCO, pensez bien soit à dire à vos collègues, voilà, je te transfère le dossier via trajectoire du patient, pense à aller sur le service demandeur, remplir le service demandeur, voilà, remplir ton service demandeur. OK? Donc ça, c'est super important et c'est pas souvent fait et du coup, c'est bloquant. On fait un petit focus sur le retour à domicile avant SSR. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu nouveau. Bon, ça commence à dater un petit peu. Vous avez peut-être vu cette nouveauté. Donc c'est possible, c'est souvent fait, notamment, tu parlais d'AVC. En fait, il y a souvent un retour à domicile avant une prise en charge. Voilà. Donc ça peut être ça. Donc il y a une petite case qu'on peut cocher pour retour à domicile ou maintien sur le lieu de vie actuel en attendant la prise en charge. Donc voilà. Donc là, avec la date et retour à domicile avant entrée en SMR. Donc du coup, voilà, donc on remplit à date et du coup, vous l'avez directement dans le résumé du dossier. Donc ça permet, en fait, notamment, je vois par exemple il y a beaucoup en cardio, par exemple, il y a beaucoup d'HDJ qui sont demandés et en fait, sur les demandes d'HDJ, ils n'ont pas tout de suite, en fait, ils donnent pas réponse tout de suite. Enfin, il faut que la personne prenne rendez-vous avant sur l'HDJ, enfin le SMR, pour en fait avoir une réponse de prise en charge. Donc, en attendant, ça polluait pas mal vos tableaux de bord. Donc là, c'est l'occasion, en fait. Donc là, il va retourner à domicile avant SSR. Et du coup, il aura, donc une fois sa prise en charge, du coup, le SMR pourra donner réponse, enfin, la prise en charge de ce patient-là. Donc, voilà. Donc après, et à la date du retour à domicile, voilà, ça passe automatiquement dans cet onglet. Voilà. Présentation du tableau de bord, vite fait. Alors, le tableau de bord prescripteur. Donc, vous allez dans sanitaire, vous cliquez sur tableau de bord prescripteur et du coup, vous avez cet affichage. Alors, vous sélectionnez l'établissement et l'unité souhaitée avec la possibilité d'organiser le tableau de bord en fonction de ou des statuts sélectionnés.
Vous pouvez donc filtrer ce que vous voulez voir pour que ça soit, voilà, par exemple, je veux voir toutes mes dates, par exemple, de données. Voilà, ça me donne une idée. Ou alors toutes celles que j'ai encore à remplir, qui sont en cours de remplissage. Voilà. Et puis, vous filtrez. Et puis après, je réinitialise pour avoir l'ensemble. Donc voilà, ici, vous avez le statut de la demande d'admission, donc avec les différents petits logos. Hein. Quand vous avez le petit crayon sur la feuille, c'est en cours de rédaction. Le petit sablier en attente de réponse. Le petit rond rouge avec la croix refusée. Le petit point d'interrogation dans le rond orange ayant reçu un accord de principe. Accepté quand c'est vert. La petite poignée de main, c'est confirmé. Donc, c'est à compléter pour l'admission. Et admission finalisée, le patient est admis. Vous avez un petit cadenas sur un dossier. Voilà, donc on ne les retrouve pas dans tous les onglets. Hein. Forcément, quand du coup le patient est sorti, l'admission est finalisée, on est plus ici. Voilà, voilà pour l'ensemble. Pareil, voilà, sur certains éléments, on a autrement, on les a ici. Voilà. Le tableau de bord prescripteur encore. Donc ici, on peut faire une recherche par nom ou par numéro de dossier. Pour vous dire, l'assistance, en fait, n'a pas évidemment les noms des patients. Quand vous avez des demandes à nous faire, enfin, je pense aux référents, il faut bien nous mettre les numéros de dossier, que ce soit pour le grand âge ou pour le sanitaire. Nous n'avons aucun nom. Les noms sont floutés. Donc, nous sommes en anonyme, ce qui est plutôt bien. Donc, surtout, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc, numéro de dossier. Voilà, donc nom du patient, numéro de dossier. Vous pouvez ouvrir le dossier ou ouvrir le tableau de bord dans lequel il est. Vous pouvez exporter en cliquant sur cet onglet le tableau de bord au format Excel. Vous avez donc une organisation du tableau de bord en 6 rubriques: demande en cours, anticipée, retour à domicile avant SSR, patient sorti, archivé, annulé. Voilà, j'ai été plus vite. Donc, d'autres éléments qui sont intéressants. Donc, vous pouvez directement voir en fait s'il y a une pièce jointe d'ajoutée. Il y a un petit trombone. Vous avez, là, on voit par exemple quand c'est un petit peu écrit, ça veut dire qu'il y a déjà des notes sur le bloc-notes. Autrement, il est vierge comme ça, vous voyez. Et vous avez la possibilité d'imprimer le dossier, notamment pour faire des demandes pour l'instant en Bretagne. Ça va être le dernier, mais bientôt, ça va changer. Enfin, bientôt. Tout est relatif, mais disons, alors on va leur laisser 2 ans. Peut-être que, voilà, ça sera fait d'ici 2 ans. Donc là, ça veut dire que le dossier sanitaire est lié à un dossier grand âge, le petit élément GA là. Donc ça veut dire qu'on a créé un dossier grand âge à partir d'un dossier sanitaire ou un dossier grand âge. À partir d'un dossier grand âge, on a fait un dossier sanitaire. Parce que ça peut aller dans les 2 sens. Hein. Voilà. Sachant qu'il y a plus d'éléments évidemment dans le dossier sanitaire. Hein. Donc c'est quand même plus intéressant de coupler dans ce sens, voilà, dans le sens vers le grand âge. Voilà. À ce niveau-là, en fait, là, on voit par exemple la relance. Ça veut dire que là, vous voyez, il y a une date qui vous a été proposée pour laquelle il n'y a pas eu confirmation. Et du coup, le service, en fait, vous fait une relance. Le service receveur vous fait une relance. Et du coup, il veut que vous statuez. Si vous ne relancez pas, la demande est annulée sur l'établissement. Donc voilà, donc sur les unités contactées, on peut cliquer en fait directement sur les petites maisons et on voit l'ensemble des unités qui ont été contactées avec le statut et les réponses. Donc voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, si la famille voilà, vous demande, vous pouvez aussi l'imprimer. Savoir en fait où vous en êtes. Alors, on passe aux actions par statut. Donc une demande d'admission est en cours de rédaction. Donc, où est mon patient? Donc, le patient est présent dans l'unité et l'orientation est toujours d'actualité. Quelles actions j'ai à faire? Donc, compléter, finaliser la rédaction de la demande.
Le patient est présent dans l'unité et l'orientation n'est plus d'actualité. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? J'annule la demande. Le patient est sorti, mais je ne connais pas son mode de sortie. J'annule la demande. Donc, on continue. On a une demande d'admission en attente de réponse. Le patient est présent dans l'unité et l'orientation est toujours d'actualité. Je peux relancer les receveurs par téléphone. Si ça date depuis, il ne faut pas hésiter. Surtout si j'ai un établissement privilégié où vraiment je pense que mon patient serait vraiment bien dans cet établissement-là. Alors, voilà. Et bien du coup, il ne faut pas hésiter à ce que même le médecin prescripteur appelle le médecin receveur. Le patient est présent dans l'unité et l'orientation n'est plus d'actualité. Eh bien, j'annule la demande. Le patient est sorti, mais je ne connais pas son mode de sortie. J'annule la demande. On continue. Si la demande d'admission est refusée, le patient est présent dans l'unité, l'orientation est toujours d'actualité, mais un établissement receveur a refusé la demande. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'attends la réponse des autres établissements. Cette action n'annule pas la demande des autres unités receveuses. Le patient est présent dans l'unité, l'orientation n'est plus d'actualité. J'annule la demande. Le patient est sorti, mais n'a pas été admis dans une structure receveuse. J'annule la demande. Si évidemment c'est la seule, je peux relancer, hein, bien sûr. Hein, je peux, voilà, peut-être modifier ma demande avec, voilà. Après, ça dépend du refus quand même. Hein, c'est-à-dire que si finalement c'est un refus parce que il n'y a pas assez d'éléments qui me permettent de statuer en tant que receveur, bah, évidemment, je vais modifier ma demande pour pouvoir avoir une réponse. Hein. Et dans le cas où il y a un refus et vous ne comprenez pas ce refus parce que vraiment votre patient, potentiellement, il aurait besoin d'aller dans cet établissement, c'est pareil. Médecin prescripteur appelle le médecin receveur. Hein. Donc, on est bien là-dedans. Ou alors, essayer de trouver des arguments forts, en fait, qui permettront à l'établissement peut-être de prendre ce patient-là. Demande d'admission ayant reçu un accord de principe. Donc, le patient est présent dans l'unité et l'orientation est toujours d'actualité. Je peux relancer le receveur par la fonction relance ou par téléphone si la fonction n'est pas disponible. Donc, voilà, le patient est présent dans l'unité et l'orientation n'est plus d'actualité. Annuler la demande et le patient est sorti mais n'a pas été admis dans une structure receveuse. J'annule la demande. Donc, voilà. Hein, donc, ce petit bouton relance, hein, c'est possible. Au contraire, donc on peut être relancé par un receveur, mais vous pouvez aussi relancer notamment sur des accords de principe. Parce que les accords de principe sont aussi une façon de non-refus pour certains établissements. Clairement, c'est pas à faire. Hein. Voilà, on essaye de vraiment instaurer les bonnes pratiques. Ça, c'est pas une bonne pratique. Mais c'est fait, c'est souvent fait. Donc, n'hésitez pas à les relancer. Donc, action par statut, côté prescripteur, demande d'admission acceptée. Le patient est présent dans l'unité et son consentement a été recueilli. Le prescripteur doit confirmer la demande auprès de l'unité receveuse. Le patient est présent dans l'unité, mais il n'est pas d'accord pour l'orientation proposée. On doit annuler la sollicitation de cet établissement. La demande court toujours pour les autres structures receveuses. Là, on sait que c'est compliqué. Hein. Si on peut faire en sorte que le patient accepte, c'est pas mal. Le patient est présent dans l'unité et l'orientation n'est plus d'actualité. On annule la demande. Donc après, ouais, voilà, faut bien discuter avec son patient avant même de faire les demandes. Là, vous avez un accord confirmé. Le dossier d'admission est complété, à compléter. Donc, voilà, vous pouvez compléter certains éléments que vous n'avez pas écrits et que vous pensez nécessaires à la prise en charge par le receveur. Ça peut être toujours intéressant. Donc, le patient est présent dans l'unité. L'admission est conclue entre les deux établissements. Le patient est présent dans l'unité, mais l'orientation n'est plus d'actualité. Donc, on annule la demande. Le patient est sorti, mais n'a pas été admis dans une structure receveuse. On annule la demande. Dans le cas d'un accord confirmé avec un dossier d'admission à compléter, le patient a été admis dans l'unité receveuse. Le receveur a attesté de l'admission du patient dans son établissement. Parce que c'est vrai que des fois, ça reste comme ça. Tant que ça reste comme ça et que ce n'est pas conclu, c'est-à-dire que, eh bien, du coup, il y a pas, dans vos statistiques d'établissement, en fait, du coup, il n'y aura pas prise en compte de cette admission. Donc, il faut que chacun fasse son boulot, en fait. Vous confirmiez et le receveur atteste de l'arrivée du patient.
Donc, les mécanismes de relance. Donc, il y a plusieurs relances. Il y a une relance automatique du prescripteur. Donc, ça, c'est assez nouveau. Donc, il y a un système de relance automatique pour les dossiers non finalisés de plus de 2 mois, avec une date de la dernière action du dossier pour lesquels il y a au moins une proposition d'admission, mais non confirmée. Donc, vous allez avoir en fait, du coup, cet élément-là. Ce dossier a été relancé automatiquement là. Sans action de votre part, il sera annulé automatiquement. Donc, soit je maintiens et j'actualise, soit j'annule le dossier, soit me le redemander plus tard, sachant que, voilà, dans la limite du délai d'annulation automatique de 30 jours. Donc, voilà. Si malgré la relance, il n'y a aucune action du prescripteur, les demandes actives associées au dossier seront annulées avec comme motif annulation automatique via trajectoire. Elles seront archivées 15 jours après l'annulation. Et donc, sur ce laps de temps, vous pouvez réactiver le dossier. Donc là, on a eu plusieurs retours, voilà, où c'était un peu compliqué parce que finalement, 2 mois, pour certains, ça passe vite, notamment dans le cas d'HDJ. Est-ce que du coup, vous confirmez cet élément ou non? Vous trouvez ça très bien, cette relance automatique? Ça permet de nettoyer les tableaux de bord? Oui. Bon, après, moi, je le fais régulièrement quand même. Je reviens dessus régulièrement quand même. Je regarde les demandes qui traînent, qui n'ont pas été honorées, etc. Parce qu'il y a un moment donné, je me dis que c'est le prescripteur qui n'a pas nettoyé son truc. Le patient est parti ailleurs et puis il ne s'est rien passé. Il n'y a pas forcément d'annulation. Voilà. Ouais. Donc, important, les annulations de dossier, vraiment très important pour les prescripteurs. Ouais. OK. Très bien. Donc, il y a une relance manuelle côté prescripteur. On l'a dit, hein, le prescripteur peut relancer le receveur s'il a donné un accord de principe non transformé après 72 heures. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire, en fait, il y a un impact côté receveur. Du coup, vous, on verra. Hein, voilà. Côté receveur, ils auront une ligne rouge comme vous quand vous n'avez pas confirmé une demande, par exemple. Donc, cette demande fait l'objet d'une relance du prescripteur. Vous devez mettre à jour votre accord de principe. Donc, c'est plutôt positif cette action parce que du coup, il y a beaucoup d'accords de principe qui sont des refus déguisés. La relance manuelle côté receveur. Donc, le receveur peut relancer le prescripteur lorsqu'une date a été proposée, mais le prescripteur n'a pas confirmé. Donc, 72 heures aussi. Sans action de la part du prescripteur, la demande sera annulée puis archivée. Là, du coup, c'est vraiment, enfin, je dirais, c'est une vraie sanction. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment confirmer cette date. Voilà, il sera toujours possible de réactiver le dossier. Mais bon, voilà, c'est toujours un peu, ça me perd de temps, quoi. Donc voilà, vous avez été relancé pour cette demande. Si vous ne la confirmez pas, les propositions d'accord ne seront plus valables. Si la demande n'est plus en cours, vous devez annuler le dossier. Hein, voilà, on vous dit quoi faire. Voilà. Donc là, on partait un petit peu sur des bonnes pratiques. Voilà, c'est l'idée, c'est inscrit nulle part. Hein, c'est des choses qui ont été discutées avec avec différents établissements prescripteurs et receveurs, ensemble d'ailleurs. Et en fait, c'était des référents via trajectoire. À l'époque, moi, j'étais au niveau du DCA 85. Et en fait, on avait travaillé ça avec les établissements vendéens, enfin, notamment les référents via trajectoire des établissements de Vendée. Et du coup, bon, il y a des petites choses voilà, qui ont un peu évolué, mais en fait, on est vraiment sur ça. C'est évidemment des engagements, je dirais, comment on peut. Enfin, il n'y a rien d'obligé. Hein. Enfin, voilà, ce n'est pas des obligations, hein, ces engagements-là, mais en fait, ça permet une fluidité de l'outil. Je dirais, on est vraiment là dans l'idée des bonnes pratiques. Hein. Donc, en fait, une demande d'admission SMR HAD relève d'une prescription médicale, c'est un poids énorme. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des établissements, parce qu'il y a tellement de demandes, il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de demandes. Je vois de plus en plus de receveurs, quand c'est des assistants sociaux ou des infirmiers ou des cadres de santé qui font des demandes qui font les demandes, c'est-à-dire avec une habilitation prescripteur médical, il y a des refus. Donc, je pense que là, vraiment, il faut remettre, voilà, je sais que ce n'est pas facile, c'est à discuter avec l'ensemble de vos médecins et que, voilà,
c'est des choses que les paramédicaux ont pris parce que les médecins n'étaient déjà pas d'accord à l'époque, hein, clairement. Mais voilà, il y a une vraie... faut vraiment changer ça. L'objectif de prise en charge est celui qui justifie le SMR, l'HAD, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est pas la pathologie d'entrée, ça peut être, c'est surtout les difficultés de sortie. Hein, c'est vraiment ça. Ouais, ça, c'est Difficultés de hyper santé de sortie. important parce qu'on se rend compte qu'on peut refuser assez facilement parce qu'il n'y a pas de motif véritable. Enfin, nous, on a un projet de soin en SMR particulier et en fait, parfois, ça peut répondre, mais c'est pas clair dans la demande. Oui. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Évidemment, la qualité de remplissage de la demande d'admission, en fait, vaut mieux prendre du temps. Alors, c'est vrai, hein, clairement, j'ai bien conscience. Alors, quand c'est partagé, c'est-à-dire que l'interne fait sa partie, le cadre de santé ou les infirmiers prennent chacun, voilà, à la limite, peut-être que c'est moins long, mais j'ai bien conscience que clairement, cette demande via trajectoire, elle prend du temps. Mais si on ne prend pas ce temps-là, en fait, du coup, elle vous revient forcément. Ça veut dire que vous allez avoir des refus parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'éléments pour permettre en fait aux établissements, enfin aux unités receveuses, de vous donner un accord. Donc franchement, moi j'ai vraiment cette qualité de remplissage de la demande d'admission, c'est important, avec évidemment des informations exactes, claires, précises et significatives. Si on note des informations inexactes, on met en difficulté l'établissement receveur, enfin l'unité receveuse, après elle dira non tout le temps à vos demandes. Donc vraiment, ça c'est vraiment pas à faire, c'est vraiment important. Je valide. Donc, l'orientation en accord avec le patient ou sa personne de confiance, c'est un gain de temps. Hein. Je vous ai dit, par exemple, l'HAD ne prenait que si le patient était, ou sa personne de confiance, enfin, ou le patient, surtout le patient, était d'accord pour cette prise en charge HAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils me disent, parce qu'il y a eu quand même en termes d'HAD, il y a une augmentation des prises en charge. Donc, on peut dire que, enfin, ils me disent qu'ils peuvent tout prendre à partir du moment où le patient est d'accord. Bon, alors, c'est un peu exagéré, certainement, mais enfin, clairement, je pense qu'il faut vraiment partir de là. L'actualisation de la demande d'admission en cas d'évolution de la situation du patient ou d'une demande de précision par le SMR. Évidemment, si vous avez un refus parce que ce n'est pas suffisamment instruit, faut actualiser. Et puis, en cas d'évolution, on en a parlé hein, déjà, sachant que cette actualisation fait perdre le statut. Donc, on réfléchit, on appelle, quitte à appeler le receveur pour lui dire, voilà, là, je vais actualiser ma demande. Ça va revenir au statut initial, mais voilà, si vous pouvez garder ça en mémoire, voilà, je l'actualise parce que ça me paraît important. Voilà. Là, du coup, il faut discuter. Moi, je ne dis pas qu'il faut appeler le receveur tout le temps, hein, non, pas du tout. Hein. Mais voilà, il y a certaines choses qui peuvent être entendues. La confirmation de l'admission ou l'annulation, le cas échéant. Il n'y a que 2 possibilités de toute façon de terminer un dossier. C'est soit on annule, soit on confirme. Voilà. Et pour certains dossiers, ne pas hésiter à prendre contact avec le médecin receveur. Bon, c'est ce que je vous avais dit. Voilà, c'est pareil, ça se décide. Et c'est pas mal qu'un le médecin, de médecin à médecin, quand le dossier est très complexe, on peut essayer de voir cette voie-là, sachant qu'il faut avoir bien rempli l'ensemble avant. Ça vous fait gagner du temps. Et les engagements receveurs, parce qu'évidemment, il y en a, hein, les unités SMR et HAD s'engagent à donner une réponse adéquate à chaque demande d'admission dans les meilleurs délais. Si on ne peut pas prendre, c'est ce que je dis aux receveurs, si vous ne pouvez pas prendre, vous n'avez pas de visibilité, faites des refus. En fait, vous, en tant que prescripteur, vous avez besoin de savoir exactement ce qu'il en est. Donc voilà, tout accord de principe doit impérativement être accompagné d'une fourchette de date ou d'approximation de la date à laquelle le patient pourra être admis. Donc ça, de toute façon, vous y êtes contraint maintenant. Mais je vais laisser ça parce que, du coup, voilà, pour vous mettre un petit peu en garde sur les accords de principe donnés un peu à tout va. Si vous sentez que vraiment l'établissement que vous avez demandé n'est pas du tout en adéquation avec votre demande, j'ai envie de dire que cet accord de principe, vous pouvez tout de suite la relancer, hein, parce que voilà, ça me paraît.
Et en cas d'actualisation, les unités SMR et HAD du territoire doivent prendre en compte la date de la demande initiale. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça, surtout, renseignez bien les dates d'hospitalisation parce que ça peut jouer en votre faveur. C'est-à-dire que si votre patient il est là depuis longtemps, l'idée, c'est vraiment d'assurer en fait cette possibilité de transmission, quoi, et d'envoyer ce patient finalement vers le SMR. Donc ça, c'est très important. Et les unités de SMR et d'HAD doivent finaliser les demandes lors de l'arrivée des patients. Donc ça, voilà, c'est pareil, c'est une obligation parce qu'autrement, en fait, si ce n'est pas pris en charge dans votre activité. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à voilà, votre activité, des choses que vous voulez faire remonter? Est-ce qu'il y a des... Voilà, on pensait peut-être à un moment donné, enfin, vous allez avoir des nouvelles, notre programme de formation là, du premier semestre 2024 très bientôt. C'est peut-être d'envie d'atelier ou de formation sur l'outil auquel on n'aurait pas pensé. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent... moi, je pensais, enfin, je sais plus, Fiona, tu es là toujours ou bien? Attends, je vais remettre. Je voulais savoir, tu sais, à un moment donné, on avait parlé, mais je ne me souviens plus là, de peut-être faire des ateliers, un petit peu de discussion entre prescripteurs et receveurs. Alors, on n'en a pas programmé Ouais, pour le premier semestre 2024, mais on peut mais ça encore en programmer pourrait, si vous trouvez ça pertinent. voilà. Le fait d'échanger les uns les autres, voilà, sur vos pratiques, ça peut être sur un territoire, ça peut être, voilà. Bon, je ne sais pas si vous nous dites ce qui pourrait être intéressant. Voilà. Si, je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, je fais les deux, mais je vois bien ce qui est attendu des deux côtés, si vous voulez. Donc, c'est intéressant, c'est certain. Et parfois, oui, c'est un peu soit rédigé à la va-vite, soit je trouve pas toujours. Ça correspond pas. On a un patient qui arrive et on se dit, ah bah, cette demande trajectoire, elle est splendide. Ça ressemble pas du tout à ce que je vois en réalité. Ce serait peut-être un atelier bonne pratique finalement ouvert et aux prescripteurs et receveurs finalement pour discuter des contraintes de chacun. Hein. Ça peut être ça. Hein. On en Ça, avait on a fait prévu, un. Voilà. On en a Donc, prévu. ça, il y en a. Ouais, bah, donc ça peut être. Voilà. On peut mettre ça sous ce moteur-là, je pense. Ok. Mais voilà. Donc ça, si vous n'hésitez pas du coup à vous inscrire, ça peut être intéressant justement. Donc ça, sur les ateliers, c'est moins longtemps. Hein. Là, c'est une formation, donc on n'est plus sur 2 heures, mais un atelier, c'est 1 heure. Hein. C'est ça. Je me fais confirmer. Atelier, c'est 1 heure. Merci. Donc voilà. Il y a d'autres questions, d'autres envies d'atelier? Je vais vous présenter un peu les liens et coordonnées utiles après. N'hésitez pas, hein, faites vraiment libre. Au contraire, si vous avez même l'idée de ah tiens, ça j'aimerais, bon, on l'a vu pour la demande anticipée, hein, si vous avez d'autres choses qui vous gênent un petit peu, même dans les appellations ou non, ça va, j'ai été super claire. Non, c'était très bien. Bon, c'est parfait. Alors, les liens et les coordonnées utiles. Donc, en cas de problème sur l'utilisation de Via Trajectoire, évidemment, les premières personnes à contacter, ce sont vos référents. Donc, je vous ai montré comment les trouver. Et voilà, si vous êtes nouvellement arrivé sur l'établissement et vous ne les connaissez pas, et vous n'avez pas encore d'habilitation Via Trajectoire sur cet établissement-là, n'hésitez pas à demander autour de vous. Donc, vous avez des référents Via Trajectoire. Et autrement, vous avez un support technique donc, qui est un peu dédié aux référents. C'est-à-dire qu'en général, c'est les référents, même c'est sûr, hein, qui vont vers nous. Mais si vous n'avez pas de référent et vous êtes un peu en détresse sur cet outil-là, surtout, vous n'hésitez pas à utiliser ce mail. Pour toute demande d'évolution aussi, nous avons exactement le même mail.
Donc, voilà. Donc, c'est mieux au sein d'un établissement de tous, voilà, d'aller vers le référent. Comme ça, le référent peut amener, hein, soit parce qu'il y a un souci, soit pour une demande d'évolution. Et ça peut être intéressant après qu'ils nous les soumettent. Au niveau des ressources, on a un site e-santé Pays de la Loire sur lequel il y a des guides utilisateurs, formations, tutoriels vidéo. Vous avez également sur l'outil via Trajectoire un espace documentation avec des manuels utilisateurs versant prescripteur. Donc là, vous n'avez qu'à cliquer en fait sur le support pour vous y rendre. Évidemment, donc il y a des formations, webinaires, ateliers, et là vous avez le lien pour vous y inscrire. Enfin voilà, vous inscrire à un autre webinaire ou atelier, sachant que on arrive à la fin à peu près de l'ensemble des sessions sur ce semestre, et que du coup, voilà, on va lancer ceux de 2024 très prochainement. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions, voilà, si vous voulez qu'on échange sur le sujet. Et autrement, d'avant, je vous remercie pour votre écoute et votre participation. Comme ça, je vais revenir, je vais arrêter de partager mon écran et je vais vous voir à nouveau. Bon, bah, merci, c'était très bien. Enfin, ça permet de. Enfin, moi, je vais récupérer le support, mais je pense que je vais le donner aux 2 personnes là que je vois à peu près qui font aussi des demandes, qui ont peut-être besoin parfois de. Parce que moi, je réceptionne leurs demandes. En fait, elles sont sur la Chire, elles me les font. D'accord. Ça peut permettre parfois de revoir les bonnes pratiques, des choses qui sont moyennes. Voilà. Ouais. Ok. Très bien. Bah, au contraire, hein, c'est bien. Il ne faut pas hésiter. Et puis, je vous dis, et diffusion du support. Il ne faut pas hésiter aussi à les mettre dans la boucle des formations. Voilà. Hein. Parce que c'est vrai que quand tout le monde a un peu entendu le même son, hein, c'est plus facile après d'être au diapason. Tout à fait. C'est vrai. Bah, écoutez, je vous remercie. On va clore du coup la session de formation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.